Je ne sais pas qui c'est qui pourrait introduire un petit peu les problèmes. Je crois que très tôt, Félix et moi avec lui, bien sûr, on était plusieurs d'ailleurs, on s'est dit il faut en finir avec ça et se poser le problème de savoir si ce ne serait pas intéressant que presque tous les gens qui travaillent à la Borde puissent à un moment ou à un autre avoir quelqu'un ou quelques-uns en thérapie. Et éventuellement dans un bureau, dans une situation à deux, etc. Donc on a développé, on a poussé un petit peu dans cette direction de former, mais sur place, des gens finalement à la psychothérapie, c'est-à-dire à une activité de type, de cadre analytique. Et ça a beaucoup fonctionné, ça. Donc ça a donné lieu aussi à des rencontres très nombreuses entre ces gens-là. Alors très souvent on peut dire entre les médecins et Félix et les gens qui travaillaient à la Borde, les moniteurs, comme on dit. C'était des rencontres pour parler sur certains des patients qui étaient là, et comment ils s'en occupaient, etc. Il y a eu un début, on pourrait dire, de travail clinique qui se faisait avec des personnes qui n'avaient a priori aucune formation universitaire ou, dans ce domaine. Et d'ailleurs, en effet, parmi ces personnes-là, il y en aura pas mal par la suite qui vont s'installer comme psychothérapeutes, de personnes qui n'avaient jamais été à la fac pour se former, ni en psychologie, ni en médecine, ni en psychiatrie, etc. Donc quelque chose comme ça de très pris sur le vivant et sur la pratique. Donc c'était peut-être le début de quelque chose qu'on retrouvera plus tard sous la forme de rencontres où on se parle les uns les autres en dehors de toute hiérarchie, on pourrait dire, qui a été le cas ensuite dans le travail avec Félix. On a accepté cette idée qu'au fond, lui, il avait à se démerder de ses patients, nous des nôtres, et que nous trois, on avait à nous débrouiller aussi de nos relations transférentielles entre nous. Mais dans cette histoire, il n'y avait pas de hiérarchie, on peut dire. Nous trois, tu parles de qui? C'est-à-dire avec Daniel, Sivadon peut-être? Sivadon, et Félix et moi, on a commencé très tôt à faire ce travail-là. Vous interveniez régulièrement, Daniel et toi,
pour présenter des monographies dans le séminaire de Félix. Voilà, c'est ça. Hein? C'est ça. C'est comme ça que les choses ont commencé. On se confiait les uns aux autres nos manières de travailler et on les confrontait, d'une certaine façon, sur le fond, bien sûr, du travail de théorisation de Félix, bien sûr. Mais il y avait quand même quelque chose qui ressemblait à une réciprocité, on pourrait dire, hein, dans ces groupes-là. C'était assez intéressant. Et c'était d'autant plus jouable que ça, à cette époque-là, Daniel est intervenu parfois dans des problèmes qui concernaient aussi la vie de Félix, ou des gens proches de Félix, et moi aussi. Hein. Donc on était impliqués aussi, on pourrait dire, de façon très directe et très transférentiellement, les uns avec les autres, quoi. Outre le fait que Daniel et moi, on vivait ensemble et qu'on avait un enfant. Et alors, Jean-Claude, ce qui est aussi intéressant dans votre histoire, c'est que on peut dire que Félix travaille longtemps à la Borde et une pratique clinique institutionnelle. Hein, et puis son travail sur les groupes, sujets, assujettis, transversalité. Daniel et toi, vous avez écrit sur la Borde, donc sur un travail de thérapie, de soins en institution. Et puis, toi d'abord, Félix aussi longtemps avant, travaillait, mais toi tu as travaillé plus qu'en cabinet à Paris. Avec Daniel, vous tentez, après la Borde, de monter Tram, c'est-à-dire une espèce de poursuite comme ça d'un collectif qui permettrait de soigner des patients avec une implication de soignants, d'analystes dans ce collectif rue de Châtillon. Et là où vous en arrivez, quand vous êtes au trialogue, c'est que Tram, c'est fini. Daniel ne travaille plus qu'en cabinet, toi aussi. Et ce qui est intéressant de voir, c'est comment vous transposez tout ce que vous avez élaboré, travaillé, etc., dans un cadre institutionnel, en travaillant dans un contexte beaucoup plus circonscrit et réduit, qui est le contexte d'un cabinet. Et malgré tout, vous transposez tout ça, toi, Daniel, lui, comment recevoir des gens tout en gardant, sans revenir à une conception orthodoxe, normée de la psychanalyse, comment vous transposez tout ce bagage clinique et politique hein, que vous avez accumulé. Dans le trialogue, vous dites, à un moment, il s'agit de la nostalgie qu'on a de la psychothérapie institutionnelle et de l'expérience de la Borde. Qu'on le veuille ou pas, on a prolongé la Borde. Par exemple, les personnes qui étaient dans Tram, l'association de patients qu'on a créée, et on avait fait en même temps une petite association des non-patients, parallèle, mais dans l'association de patients, il y avait plus de la moitié des gens qui étaient d'anciens labordiens. C'est très important. C'est-à-dire qu'on s'était déjà formés les uns aux autres, quoi. Ils nous connaissaient, on les connaissait, et avec eux, on faisait quelque chose qui ressemblait de très loin, mais quand même, à ce qui s'était passé à la Borde. On essayait de conserver un certain mode de relation, avec des activités, en faire du théâtre. Une forme de club. Hein? Une forme de club. Voilà, un club, de on pourrait club dire. extérieur. Oui, Et il y avait un certain nombre de gens qui étaient dans l'année 1 ou 2 mois à la Borde, puis ils allaient bien, alors ils venaient à l'association, à Paris, etc. Donc ça devenait aussi une institution. Hein. C'était un club, mais c'était un collectif en même temps. Il y avait des rapports extrêmement complexes entre ces gens-là, avec une liberté qu'ils n'avaient pas eue forcément dans une clinique. Là, ils étaient chez eux, ils habitaient chez eux, etc. On a eu beaucoup de mal, je reviens je reviens pas justement sur les problèmes d'organisation, mais à un moment donné, on a été obligé d'arrêter cette expérience-là, parce que l'État ne nous a pas permis de continuer, ne nous a pas financé suffisamment pour qu'on continue, et ça a été une hécatombe. Voilà.
C'est-à-dire qu'il y a un nombre impressionnant de membres du club ou de pensionnaires qui sont morts très rapidement. Ouais. C'est-à-dire que ça, c'était le lieu qui permettait de convivre, hein. Une convivialité au sens fort, quoi. Pendant très longtemps, avec un journal et des rencontres permanentes, des endroits. Il s'était passé aussi des choses assez étonnantes, c'est-à-dire les membres du club se réunissaient, presque tous prenaient des médicaments. Ils discutaient entre eux sur la validité des médicaments, etc. C'est que finalement, quand on pense à la psychothérapie institutionnelle, et ensuite à ce qu'il y a eu après, des choses comme tram, etc., c'est un peu comme si un certain nombre de personnes se sont engagées dans le travail avec la psychose au risque d'intégrer une collectivité finalement très très différente, parce que quelque chose qui m'est apparu tout à fait exceptionnel, c'est le fait que Houry soit resté dans le même endroit avec des patients, etc., pendant 50 ans, quoi, hein. Qu'il vivait là, avec ces gens-là, qu'il les a connus, qu'il a vécu avec eux. 60 ans. Véritablement. Oui. Il n'y a rien de comparable par ailleurs. Et d'un certain point de vue, il est vrai que quand on travaille actuellement avec les patients, je peux dire, je sens que je vis avec eux d'une certaine façon. Ouais. Ils font partie de mes préoccupations. Ouais. Enfin, ils nous habitent, on disait. Oui, ils nous Comme dit C'est-à-dire, Toscaïès. au fond, je pense à eux aussi souvent que je peux penser à mes propres fils. C'est-à-dire qu'ils existent véritablement comme étant dans un tableau, quoi. Avec des choses, Jean-Claude, je ne sais pas si ça t'arrive, mais moi je suis très frappé d'un truc assez mystérieux, qui est que il arrive que des gens viennent me voir, arrêtent de venir me voir, puis plusieurs années se passent. Et un beau jour, je repense à eux. On me dit, mais qu'est-ce qu'est devenu Monsieur Dupont? Et clac, ils Et appellent. dans les 8 jours, j'ai un coup de téléphone. Je ne sais pas Monsieur lequel des deux Dupont. psychotiques mon polo. Ça t'arrive pas? Ah, ça veut dire qu'il y a une présence comme ça. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se souvient de quelqu'un qui nous a marqué, avec qui on a cheminé, commercé, etc. Puis on repense, qu'est-ce que devient cette personne? Et bang, elle appelle. Donc c'est à l'occasion du décès de Daniel Sivadon, qu'on se retrouve à quand même classer ses documents, ses papiers, avec le souci de ne pas laisser passer quoi, des choses qu'elle aurait écrites et tout ça. Et donc on se retrouve en face de plein de pages manuscrites, puis des pages dactylographiées, puis des cassettes, et on découvre en effet que quand même, en tout cas dans le nombre de cassettes qu'on a trouvées, il y en a une dizaine qui concernent ce que j'ai appelé moi les trialogues, puisque je trouvais ça sympa de les appeler comme ça. Donc les trialogues, en fait, ils se déroulent quand même sur 2-3 ans, entre 89 et 92. Le dernier a lieu en février 92, donc peu avant la mort de Félix quand même, hein. Pourquoi ça s'arrête à ce moment-là, je ne sais pas. Ils ont lieu assez régulièrement, où chacun présente des histoires, des monographies de patients. Finalement, très vite, Félix se retrouve en position de superviseur quand même. C'est plutôt vous qui présentez des histoires et lui qui intervient et qui du coup, des tas de concepts un peu abscons, un peu compliqués deviennent très, très concrets. Et donc c'était une découverte formidable de trouver ce matériau. Oui. Où, alors, à la fois, si tu veux, quand même, 89-92, juin 91, Jean-Claude et Daniel écrivent l'Intime Utopie. Donc ils sont quand même en travail d'écriture, et ces échanges sont un laboratoire. Et
février 92, Chaosmose de Félix. Donc ils sont tous les trois, quand même, en train d'essayer de forger des concepts pour une schizoanalyse concrète, ou d'illustrer les concepts déjà élaborés par Félix par des monographies. Il y a eu l'intime utopie, effectivement, qui était un travail, on pourrait dire à trois aussi, parce que Félix surplombe très manifestement tout ce qu'on se raconte là-dedans, et sur notre façon de travailler, quoi, c'est évident. Hein, il y a quelque chose c'est Félix, mais c'est aussi un peu Félix et Deleuze quand même, puisque vos références sont et l'anti-Édipe, et Mille Plateaux, et bon, hein, donc Félix est aux avant-postes avec bien vous, sûr. Hein, mais c'est leur travail commun aussi qui vous inspire. Bien sûr. C'est vrai, mais en ce qui concerne le rapport au patient, on a toujours gardé à l'esprit, en tout cas moi, que s'il y avait quelqu'un qui était réticent à l'approche des patients, c'était bien Deleuze, quoi. Mais il y a justement cette problématique de l'écart qui sépare la théorie félicienne, qui parfois est absolument obscure, en tout cas pour moi, incompréhensible, totalement. C'est-à-dire que pour moi, j'exagère peut-être en disant ça, mais je ne crois pas. L'inconscient machinique, pour moi, c'est un livre extrêmement difficile et à certains moments même lassant, insupportable. C'est-à-dire je ferme parce que ça n'a plus d'intérêt. Je ne comprends pas dans cette construction extraordinaire qu'il fait avec des plans, etc., etc., des rappels extrêmement courts, où il fait allusion à des choses dont on n'a même pas compris à l'époque de quoi il s'agissait. Donc là, on est vraiment dans un univers qui manque totalement de concrétude, quoi. C'est rigolo, Jean-Claude, quand tu dis ça, parce que justement, tous ces textes, ces trialogues qu'on a travaillés, on a sélectionné une dizaine de trialogues à peu près, justement, ils illustrent ces concepts abscons. C'est ça. Tout d'un coup, dans l'échange immédiat, mais voilà, ça c'est l'hétérogénèse, mais je te dis, le point autopoïétique de subjectivation, c'est ça. Et on a des choses comme ça, très très directes, dans l'échange sur les monographies, donc tu exagères de ne pas te souvenir. Non. Je dis que quand même dans le livre, Non, mais justement. il y a une multitude de termes que lui n'utilise pas dans la clinique, même dans la sienne. Sauf que Il y a là, un certain nombre de concepts qui sont des concepts majeurs quand même. C'est ceux-là qui apparaissent très très vite. C'est dans l'inconscient machinique qu'il y a ce long commentaire de Proust. Oui, ça va Hein, et ce qui est étonnant, c'est que quand il fait, ça se rapprocherait de la clinique, son commentaire de Proust, de ces éléments de subjectivité, il passe par la littérature et non pas par des analyses, par une analyse de situation, de cas, d'histoire. Il n'a pas ses 5 psychanalyses, quoi. Lui, il ne fait pas ça. Il ne veut pas faire ça. Bon. Est-ce que c'est délibéré? Est-ce qu'il avait une réserve à raconter l'histoire des gens dans lesquels il était impliqué? Peut-être. Il y a eu des positions comme ça, plutôt lacaniennes, qui étaient de ne pas faire de récit de cure. Alors, Daniel et toi, il est allé franchement de faire vos monographies, mais il y a des gens qui étaient réservés, qui ne voulaient pas dévoiler ce qui se passait avec leurs patients. Est-ce que Félix, c'était son problème? Je ne sais pas du tout. Là, je c'est sais pas ça. C'est que lui, quand même, parce que c'est toujours clinique et critique, et quand même toute sa dynamique à Félix, ça a été la critique quand même. Et quand même, cette histoire des trialogues démarre sur, bon, il va falloir qu'on y aille quand même, qu'on ferraille un peu avec des structuralistes et la psychanalyse, parce que quand même, il faut qu'on réponde avec des concepts, avec des... c'est ça que ça démarre. Donc là, ça le prend en 90, mais sinon, c'est vrai que, bien sûr, il y a l'antibiotype et tout ça, oui, il ferraille, mais jamais au niveau clinique. Alors que là, oui. C'est ça qui nous paraît intéressant dans le... À chaque fois qu'il répond à Jean-Claude et Daniel, il donne des exemples de ses propres prises en charge. Oui. Mais comment ça se traduit, c'est compliqué à dire.
Est-ce que c'est Pour moi, il y a une chose aussi, c'est en dehors de ce trialogue, Non. des ajouts, on pourrait dire. Des ajouts au trialogue se sont faits à des moments où, par exemple, c'est arrivé plusieurs fois ça, 2 ou 3 fois, où Félix avait des patients qui, pour une raison ou pour une autre, il ne voulait pas continuer à les recevoir. Et donc, il me passait un coup de fil en disant « Est-ce que tu voudrais bien prendre en thérapie quelqu'un que j'ai suivi pendant un certain temps ?» On C'est tourne vrai en que ça rond, je circule. sais pas quoi. Les etc. patients circulent entre vous. Donc ça, c'est arrivé. Ah oui. C'est arrivé plusieurs fois et c'était intéressant parce que je me rappelle d'un de mes patients donc, qui est arrivé qui avait travaillé, enfin qui avait parlé à Félix pendant 2 ou 3 ans et il me racontait un petit peu comment Félix l'écoutait et lui parlait, quoi. Et il m'avait raconté notamment une histoire que bon, je vais la rapporter rapidement. Lui était un professeur de lycée, très très coincé, très réitérant tout le temps des choses très obsessionnelles et parfois aussi assez malheureux, homosexuel mais ne pouvant pas vraiment assumer son homosexualité, etc. etc. Et il me raconte un jour que Félix, je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites au long des journées, en dehors, quand vous n'enseignez pas, quand vous n'êtes pas au lycée, qu'est-ce que vous faites? Alors, lui, très honteux, il lui dit, bah, j'ai un grand cahier sur lequel je note toutes les performances sportives dans le monde, avec les titres, etc., notamment dans les sports et dans et surtout dans les sports individuels, les Jeux Olympiques, etc., etc. Mais aussi des cyclistes, etc. Alors je note absolument les chiffres pour voir s'il y a des modifications. Est-ce qu'ils progressent ou est-ce qu'ils ne progressent pas? Et tous les jours, je complète ces cahiers. Maintenant, j'en ai une pile énorme, etc. Et j'étais très... À un moment donné, j'ai arrêté quand j'ai commencé à faire mon analyse. Je me suis dit, je suis complètement barge de faire ça. Et Félix m'a dit, ah non, pas du tout, n'arrêtez pas. Au contraire, c'est très très bien ce que vous faites. Hein. Continuez. Ça m'intéresse beaucoup. Continuez, il faut qu'on en parle, c'est tout à fait intéressant, etc., etc. Et lui était extrêmement surpris de ça. Il s'attendait à ce que je le soulage enfin, quoi, ce qui a été un peu le cas d'ailleurs, parce que je ne pouvais pas lui dire oui, c'est très bien, oui, mais je dis, Tu t'en fiches. oui, il a raison, il a c'est raison. autre chose. Mais ça m'a semblé intéressant, c'est-à-dire qu'il avait détecté, alors quand je dis il, est-ce que c'est le patient ou est-ce que c'est Félix, mais que ce qui est important, c'est ce qui est investi de désir. L'objet de désir, ça peut être n'importe quoi. Et ça peut être effectivement les performances des sportifs dans le monde entier. Et ça c'était pour lui quelque chose de passionnant, quoi. Il ne surtout pas arrêter ça, quoi. Et il dit que ça a été très important pour lui de comprendre que ce n'était pas un symptôme, hein, ce n'était pas une maladie, c'était un mode de vie, quoi, un mode de désirer. Est-ce que, là, dans tout ce que vous racontez, j'ai l'impression que quand même la forme de ces rassemblements, dans la forme même, hein, au-delà de la parole, mais comment est-ce que vous étiez à l'écoute les uns des autres? À l'écoute, mais au regard aussi. Là, c'est ce que vous racontez. Très attentif. La multiplication de ces agencements collectifs d'énonciation. Est-ce que cette forme même, c'est pas déjà quelque chose qu'on pourrait appeler la schizoanalyse? La schizoanalyse est composée par aussi des formes de dialogue, de rassemblement, d'attention. C'est embryonnaire. C'est déjà des choses comme ça, oui.
Parce que ces rencontres-là, ce n'est pas des rencontres simplement pour parler de ce qu'on fait, mais c'est des modifications instantanées, on pourrait dire, de la manière de travailler. En tout cas, pour moi, ça a toujours été ça. Quand on faisait ces groupes-là, bisannuels, on revenait, on reprenait les choses autrement, quoi, hein, forcément, avec les patients dont on avait parlé. Donc c'est ça ça avait une fonction immédiate, comme ça, de bouleversement des points de vue, de contraste, etc. Et puis, je pense aussi que par rapport à ce que tu dis sur la schizoanalyse, et Félix le dit, ça ne peut pas être une nouvelle discipline. Il n'y a pas la psychanalyse et la schizoanalyse. C'est un peu la même chose que ce que Houry et Tosquelles disent. Il y a des gens qui disent qu'ils font de la psychothérapie institutionnelle, ça n'a aucun intérêt. C'est une référence, la psychothérapie institutionnelle. C'est un mode de pensée, c'est un état d'esprit, mais ce n'est pas une méthode. Enfin, ça se traduit peut-être par des manières de faire, évidemment, mais ça ne peut pas être codifié et figé selon une bonne démarche qui serait de la vraie psychothérapie institutionnelle. C'est toujours à reprendre, toujours à réinventer. Et la schizoanalyse, pour Félix, c'est un petit peu aussi un point d'horizon. C'est une référence qui va revenir vers la pratique, mais il ne pourrait y avoir en aucun cas une nouvelle association ou société de psychoanalystes. Ça n'aurait aucun sens. De schizoanalystes, ça n'aurait aucun sens. Si c'est quand même... Je crois. Parce que Félix, quand même, qu'il soit dans des groupes politiques, qu'il soit à la Borde, qu'il soit dans sa pratique privée, ce qui lui importe, c'est ces phénomènes de production de subjectivité. Qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose qui surgit, il y a quelque chose qui se passe. Donc là, on est dans l'esthétique, c'est-à-dire dans le surgissement, le pathique, dit Houry, voilà. Et l'éthico, c'est quand même aussi sur... Il le dit très très bien dans ses trialogues, il dit oui mais jusqu'où tu es prête à aller là, parce que tu la reçois dimanche chez toi, mais quand même tu veux pas la lâcher quoi, donc tu es engagé. L'éthico c'est cet engagement qui fait que quand même tu lâches pas quoi. Et ça, il me semble que c'est cette particularité entre autres, la schizoanalyse. Il y en a d'autres parce que sinon on pourrait définir la psychanalyse comme ça, on lâche pas les gens, on s'engage et tout ça. Mais quand même, il y a ça. L'autre repère, c'est la psychose, qui est déterminante quand même pour penser Mais quel abord de la psychose? Oui. Il y a l'abord de la psychothérapie institutionnelle de la psychose, les recherches de Houry sur comment on pourrait, en fin de compte, le concept primaire de la schizophrénie, est-ce qu'on peut les trouver, bon. Mais Félix prend la psychose, non, leur conception. Un peu autrement, avec Deleuze. Qu'est-ce qui fait que ça tient, qu'est-ce qui fait qu'on bricole des choses qui relancent du mouvement. Puis c'est pas tant la psychose que le processus schizophrénique. Dans quel processus, mais en fait, l'éthique c'est aussi ça, dans quel processus des gens s'engagent sans se casser la gueule. Parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Mais ce qui apparaît, c'est que une mise en question du concept même de transfert. Parce que ce concept-là est totalement lié à la dualité du système. C'est-à-dire, il y a l'analyste et le patient. Et quelque chose se passe entre deux. Personne en plus. Ça peut tenir pour Félix aussi longtemps qu'on n'a pas affaire à la psychose. Et quand on a affaire à la psychose, c'est totalement impossible de travailler sur ce mode, pratiquement. C'est même impossible à monter, comme quelqu'un qui est en train de préparer une pièce de théâtre et dire on va jouer comme ça. Mais on ne peut pas, on ne peut rien prévoir. Tout est imprévisible avec un psychotique. Donc on sait que d'emblée, il ne s'agit pas de transfert, et qu'il ne s'agit pas de relation à deux, surtout. La relation est d'emblée multiple. Bon, ça, c'est quelque chose que la psychothérapie institutionnelle avait déjà compris. Mais reste à savoir, quand on sait cela, est-ce qu'on peut, par exemple, quand même, dans un endroit, se retrouver seul avec un psychotique, et qu'est-ce qu'on peut faire qui ne soit pas de l'ordre de l'hospitalisation,
et des médicaments, etc. etc. Et ça a été très important pour nous de travailler parfois avec des gens très difficiles, très compliqués, qui est un peu le cas, pas toujours, des cas qu'on raconte dans le trialogue. Il y a quand même des gens qui sont dans des situations vraiment complexes. Hein, Un peu jeté. et où cette complexité est Un nécessaire. peu perché, on dit aujourd'hui. Elle est utile, quoi. Heureusement qu'elle est complexe, quoi. C'est parce qu'elle est complexe qu'on peut faire quelque chose. C'est-à-dire parce qu'elle met en jeu, au fond, beaucoup plus de personnages qu'on ne croit. Et pas forcément les personnages de la famille. Il y a aussi les personnages de famille, mais pas uniquement. Et justement, Jean-Claude, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que en prenant cette hypothèse de la multiplicité, alors ce qui s'est travaillé sur la forme du transfert dissocié, multiréférentiel, en psychothérapie institutionnelle, bon, c'est d'autant plus possible qu'il y a de multiples intervenants. Hein, le patient s'adresse à des tas de personnes. Bon. Après ça, quand vous continuez, ce que je voulais dire tout à l'heure, avec Tram, vous essayez de trouver aussi un point d'appui qui serait ce collectif de patients. Hein, il y a votre bureau, les moments de rencontre, puis c'est souvent les mêmes patients qui se retrouvent à Tram, enfin un certain nombre d'entre eux. Hein, pas tous d'ailleurs, des gens que vous ne voyez pas, qui sont aussi à Tram, mais il y a une espèce de point d'appui d'un collectif. Et puis le temps passant, vous vous retrouvez de plus en plus dans cette situation que tu décris, ce patient psychotique et l'analyste, et comment il va se démerder alors qu'il n'a plus le collectif derrière lui, enfin, hein, les multiples intervenants, plus le collectif Tram, et il va devoir transposer tout ça à lui tout seul, dans son bureau, Ça et paraît beaucoup, inventer des choses totalement inspirées de tout le reste, mais sans en avoir exactement les moyens. Oui. Mais alors, est-ce que ça ne veut pas dire que quand vous êtes quand il y a en thérapie avec un schizophrène un peu lourd, ça ne nécessite pas justement une greffe réelle de ce qui est dans son entourage? Même à partir d'une relation duelle. À partir d'une relation duelle, oui. Bon, s'il y a une chorale dans le coin, s'il fait de la danse, voilà, ouais. je sais pas quoi, s'il parle espagnol, Donc introduire des éléments, on pourrait dire, de quotidienneté, pour pas dire de réalité, hein, mais des points d'accroche qui sont autant hétérogènes les uns aux autres, et où l'analyste, le thérapeute se mouille en donnant quasiment des indications. Oui, allez faire du football. Allez voir ce film. Oui, vous filez des bouquins, ou enfin vous avez fait des tas de trucs comme ça, quoi. Bah vous. Ce sont des choses, en tout cas moi je perçois comme des choses qui continuent encore actuellement. Oui, bien sûr. Les rapports avec mes patients actuels. On est très très loin quand même de toutes les principes qui nous ont été inculqués au départ. Principe fondamental, c'est de fermer sa gueule, quoi. Hein, on écoute et on n'est pas là pour parler ou pour raconter, etc. Chose avec laquelle il faut bien rompre, hein, si on veut vraiment avoir une quelconque efficacité. Alors maintenant, ça devient très banal. Il y a un engagement, voilà, un manque de neutralité totale, hein, refus de la neutralité. À un moment donné, Félix il dit mais le patient tout seul là, il n'y arrivera pas. Si tu n'apportes pas des trucs à toi, ça ne va pas avancer. Dans le groupe, quand on a fait ce groupe de relecture de l'Anti-Édipe et de Mille Plateau, hein, on découvre qu'on a des collègues qui en fait font du Guattari sans le savoir. Hein, et lui anticipait quelque chose que ceux qui recevaient finalement des patients très très compliqués étaient amenés à faire sans oser le dire. Hein. Lors de l'échange, de la présentation de ton bouquin, Patrick Chemla a raconté l'histoire de cette analyste, cette femme analyste qu'il avait entendue dans un colloque de l'école de la cause, et qui raconte de manière orthodoxe le cas clinique, alors que ce qu'elle fait n'a rien à voir. Hein, ce qu'elle fait. Bon, mais donc Félix, on peut dire, théorisait, sentait, inventait par son travail avec des choses nécessaires et que d'autres vont faire aussi,
mais sans s'y référer parce qu'ils ne le connaissent pas, mais alors qu'ils sont bien obligés de procéder un peu comme ça, s'ils se permettent de soigner les gens, vraiment. Hein. S'ils en restent à une pure orthodoxie, il ne se passera rien. Bon, donc il faut autre chose.